Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mercredi 11 janvier. Voici le programme. Dans cette émission, nous reviendrons sur la réforme des retraites annoncée hier soir par la Première ministre Elisabeth Borne. 64 ans, c'est l'âge auquel les Français pourront partir en retraite avec 43 annuités. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, était à Coignères cet après-midi pour échanger avec les salariés de l'entreprise IAB. Nous en parlerons en détail avec Grégory Canalé, journaliste de la rédaction de TV78. Tout au long de ce mois de janvier, nous recevons les maires de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour évoquer les grands projets de l'année 2023 dans leur commune. Ce soir, focus sur Guyancourt, quartier des savoirs, transition écologique, Grand Paris Express. Nous ferons le point avec François Morton, le maire de la ville. Boulangers, restaurateurs, commerçants, face à la hausse du prix de l'énergie et des matières premières, comment font-ils face au quotidien ? Les aides mises en place par le gouvernement sont-elles efficaces et suffisantes ? Olivier Gérard, président de la Fédération des boulangers et pâtissiers des Yvelines, répondra à nos questions. Et avec moi en plateau, Éric-Alain Junès, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maire adjoint à Montigny-le-Bretonneux, vous êtes également vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, mais vous êtes aussi médecin. Oui. Et c'est aux médecins qu'on s'adresse ce soir, puisqu'il y a eu depuis plusieurs semaines une grève des médecins. Alors plusieurs revendications, notamment la hausse du prix des consultations qui passerait de 25 à 50 €. Alors, première question, est-ce que vous avez fait grève en tant que médecin ? Oui, j'ai fait grève. Alors, une grève aménagée, bien évidemment. J'ai assuré les urgences. Je les exerce dans un cabinet. Je suis seul dans mon cabinet. Il est évident qu'on n'allait pas abandonner les patients à leur sort. Mais bien évidemment, je me suis associé à ce mouvement de grève, bien sûr. Donc vous nous donnerez les raisons de pourquoi vous avez fait grève un peu plus tard dans cette émission. Avec nous également Déborah Agnès, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes infirmière puéricultrice à Montigny-le-Bretonneux et vous proposez des bains pour les bébés. Alors ça consiste en quoi ? Alors c'est ce qu'on appelle le bain thalasso bébé ou le bain thérapeutique. C'est un bain qui permet au bébé de retrouver des sensations qu'il avait dans le ventre de maman et qui lui donne la possibilité de pouvoir débloquer des choses émotionnelles ou des tensions corporelles à travers ce bain pour pouvoir mieux appréhender la suite. Ça peut être aussi un moment juste de lâcher prise tout simplement, mais en général, il y a quand même une thérapeutique derrière, aussi bien pour bébé que pour les parents. Et donc on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Dans cette émission aussi, comme d'habitude, les informations du jour, le coup de cœur ciné d'un professionnel du 7e art et les sorties dans les salles de cette semaine. Mais avant, jetons un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel devrait être pluvieux sur l'ensemble du département. Le vent sera également bien présent. Nous devrions avoir des rafales de vent à 65 km/h. Au niveau des températures, il fera 10 à 11 degrés en moyenne. Dans l'après-midi, pas de grands changements en perspective. La pluie devrait rester au rendez-vous, tout comme le vent. Au niveau des températures, il fera entre 11 et 12 degrés. Et demain, nous fêterons les Tatiana. Le point maintenant sur l'actualité du jour. Et c'est avec vous, Mélanie Poquet. On commence par les soldes. C'était le top départ aujourd'hui. Et oui, jusqu'au 7 février, ce sont les soldes d'hiver, des soldes dans un contexte d'inflation. Les professionnels pourraient être tentés de faire des démarques cette année un peu moins importantes. Selon le directeur général de l'Alliance du commerce, les mois d'octobre et novembre n'ont pas été très bons, contrairement à décembre. Et après 2 années de Covid, les commerçants auraient des stocks raisonnables. Et demain soir, dans votre 7-8, nous reviendrons plus en détail sur le lancement de ces soldes d'hiver. Nous aurons notamment des commerçants en plateau pour venir témoigner. On continue ces informations du jour, Mélanie, par les vœux du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Et oui, c'est traditionnel chaque année. Alors hier soir, mardi 10 janvier, les Yvelines et les Hauts-de-Seine présentaient leurs vœux lors d'une cérémonie après 3 ans sans rassemblement conjoint en raison du Covid. Un rendez-vous qui s'est déroulé au haras de Jardy, à Marne-la-Coquette, une ville proche du 78. Parmi les grands dossiers à venir, la ligne 18 et son prolongement de Versailles à Nanterre. L'occasion aussi de remettre à l'ordre du jour la volonté de fusionner les 2 départements. Une fusion engagée en 2016 entre Pierre Bédier et Patrick Devedjian, décédés du Covid en 2020. La fusion dépend de l'État. L'État ne nous répond pas, mais ça ne nous empêche pas effectivement de continuer à mettre en commun parce que c'est plus efficace, c'est moins coûteux, c'est plus intelligent. Et donc oui, on continue à avancer. Moi j'attends et j'espère une vraie et grande loi de décentralisation qui refixe bien les choses. L'État sur le régalien, où on voit de toute façon qu'il a du mal
notre système de santé va pas bien, l'éducation nationale va pas bien, la justice va pas bien, la sécurité va pas bien. Enfin, je peux multiplier les exemples. Même l'énergie, bientôt on n'est même plus indépendant. Voilà. Donc c'est qu'il se reconcentre l'État sur ses missions premières et que du coup, il en ait les moyens et que sur le reste, eh bien, il donne la liberté, le pouvoir de faire aux collectivités que nous sommes. C'est une information de nos confrères de 7-8 Actu. Des familles de résidents suspectent des maltraitances dans un EHPAD à Maurepas. Des familles de résidents, mais aussi des membres du personnel qui témoignent dans l'article et dressent un tableau assez noir, des perfusions qui sont retrouvées par terre, des draps qui ne sont pas régulièrement changés, des toilettes expédiées par manque de personnel et des résidents parfois retrouvés avec des hématomes. La direction réfute ces allégations. On part maintenant à Manille-les-Hameaux avec une antenne mobile inédite. On connaissait les food trucks, voici les job trucks. Le département a lui son bus job insertion et à Manille-les-Hameaux, il y a un job truck qui s'installe une fois par mois sur le parvis de l'hôtel de ville et à l'esplanade Gérard-Philippe Dubuisson. C'est organisé par 3 associations, Chantier Yvelines, Défi Service Plus et CBL Réagir. Alors si vous recherchez un emploi ou que vous recherchez un employé, les équipes du job truck vous accompagnent dans vos projets. Les prochains rendez-vous, les 1er 22 février et le 15 mars. Et le chiffre du jour, Mélanie, c'est 1467. C'est le nombre d'heures de cours perdus par les élèves dans le département des Yvelines. Alors c'est un chiffre qui a été calculé par la plateforme Où il n'y a pas cours de la Fédération des parents d'élèves, la FCPE. Cela concerne le premier comme le second degré. Un peu de sport à présent, Mélanie ? Oui, on va parler de Léo Barré. On en parle régulièrement sur notre antenne. 3/4 polyvalent du Stade français. Il est pressenti pour jouer lors du prochain tournoi des 6 nations. Ce sera une première pour lui avec le 15 de France. Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France, l'a cité dans un entretien dans les colonnes du Midi Olympique. Léo Barré, il est originaire de Versailles. Il a déjà joué sous les couleurs tricolores, mais cette fois dans l'équipe des moins de 20 ans. Et on termine par un anniversaire. Oui, celui d'un des monuments français les plus célèbres, le château de Versailles fête ses 400 ans cette année. En 1623, le roi Louis XIII prend la décision de faire bâtir dans la future cité royale un petit relais de chasse. Il y résidera à partir du mois de juin 1624 avant de le faire rebâtir à partir de 1631. Le monument tel qu'on le connaît aujourd'hui, lui, on le doit au roi Soleil Louis XIV. Merci beaucoup Mélanie Poquet. Et si vous aussi, comme d'habitude, vous voyez une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager en utilisant le hashtag 78news. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a détaillé les contours de la réforme des retraites. Âge légal de départ reculé à 64 ans en 2030, cotisation allongée à 43 annuités dès 2027 pour une retraite à taux plein. Voici quelques-unes des mesures. Alors qu'une mobilisation sociale est déjà prévue pour le 19 janvier, l'exécutif est désormais sur le terrain pour expliquer son projet de loi. Grégory Canallet, vous y étiez d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous avez suivi le déplacement de Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Il est venu à la rencontre des salariés à Coignères dans l'entreprise IAB. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, IAB France, alors c'est une entreprise spécialisée dans la manutention embarquée sur camion et qui est implantée à Coignères depuis 1 an désormais sur site. 45 salariés qu'Olivier Véran a rencontrés au cours de son déplacement. Il était accompagné de la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger, qui est aussi présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Alors le but d'ici l'examen du projet de loi, c'est de faire de la pédagogie auprès des Français. On écoute Olivier Véran. Quand on interpelle de prime abord les salariés, c'est pas le premier sujet qu'ils ont à la bouche, mais quand on les interroge, eh bien évidemment il y a de l'inquiétude. Certains se demandent s'ils vont devoir travailler plus longtemps, et on a vu là plusieurs profils de salariés. Ensuite, il y a un effort effectivement d'information à réaliser de notre part pour vraiment expliquer à l'ensemble des Français. C'était le cas aussi avec quelques salariés avec qui nous avons pu échanger sur pourquoi nous réformons les retraites. Ils ont tous conscience que c'est leur cotisation actuelle qui paye la retraite de leurs parents et de leurs grands-parents quand ils sont retraités. Il y a des interrogations sur la nécessité de rééquilibrer ce régime, est-ce que vraiment il est en déficit, etc. Donc c'est notre mission dans les prochains jours, avant que le texte soit présenté en Conseil des ministres et avant qu'il soit débattu au Parlement, que d'aller à la rencontre des Français comme nous le faisons aujourd'hui. Effort d'information, on l'entendait dans le son précédent, parce que c'est vrai que parmi les salariés qui ont échangé avec le ministre, tous savent à peu près qu'une réforme se prépare, mais peu savent vraiment ce que contient le projet de loi. Ils ne s'y intéressent pas forcément davantage. En tout cas, ça a été vrai parmi les salariés qu'Olivier Véran a rencontrés sur place. Regardez par exemple cette séquence avec un jeune chaudronnier soudeur de 22 ans.
Bon, vous êtes intéressé un peu à la réforme des retraites, tout ça, ou c'est pas du tout votre truc? C'est quoi? Si je vous dis retraite, vous me dites quoi? Là, pour le moment, je dirais que j'entends pas que du bien de ce côté-là, mais bon, là, je me sens pas encore trop concerné. Et pour vous, vous avez pas regardé du tout ce que ça impliquait? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Là, ça fait 1 an que je suis là, c'est mon premier boulot, j'ai pas pensé à la retraite. Vous avez besoin de tout ça. Alors, on rappelle le but de cette réforme, en tout cas ce qui est annoncé par le gouvernement et par Elisabeth Borne, ça vise à préserver l'équilibre du système des retraites par répartition qui est voué, selon le gouvernement, au déficit s'il n'y a pas de modification et à freiner aussi les dépenses publiques. Et alors Grégory, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a été annoncé? Alors dans les grandes lignes, la réforme prévoit notamment le recul de l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans, recul qui sera progressif de 3 mois par année et qui atteindra la cible des 64 ans en 2030, l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités dès 2027 au lieu de 2035 pour toucher une retraite à taux plein. Le minimum de pension est relevé à 85% du SMIC pour les retraites complètes, soit 1 200 € bruts par mois. Le dispositif des carrières longues est révisé et enfin les principaux régimes spéciaux sont supprimés. Alors dans cette entreprise de Coignères, c'est une réforme qui ne semble pas plus inquiéter que ça les salariés rencontrés par Olivier Véran et Aurore Berger. C'est notamment le cas de Nicolas, 47 ans, technicien SAV atelier depuis plus de 6 ans sur place. La réforme des retraites qui a été annoncée ne m'inquiète pas plus que ça. Je suis dans les années 75, donc 2030, ça sera 64 ans. Aujourd'hui, ça fera 43 et quelques de trimestres. Donc non, ça ne m'inquiète pas, c'est dans l'évolution des choses. Et d'après le PDG de cette entreprise, le sujet n'a même été que très peu, voire pas du tout, abordé par les salariés. On n'en a pas parlé. On est dans un contexte où ce sujet est finalement relativement peu évoqué, à ma connaissance. On est souvent sur des discussions qui ont trait au travail, aux conditions de travail. Le thème de la retraite n'est pas un sujet qui anime nos discussions, pour être tout à fait transparent avec vous. Donc voilà, peut-être que à l'issue de cette visite, qui aura quand même créé le sujet au sein de notre entreprise, on aura peut-être des retours. Et on verra bien ce que les gens en pensent. Bon, on l'a entendu, pas vraiment d'hostilité sur place. Peut-être que l'entreprise n'a pas été choisie tout à fait par hasard par les équipes d'Olivier Véran. Pour rappeler le calendrier de cette réforme des retraites, la présentation devant le Conseil des ministres est prévue pour le 23 janvier. Le projet de loi est examiné en commission à l'Assemblée nationale à partir du 30 janvier et dans l'hémicycle à partir du 6 février. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Mathilde, les syndicats ont d'ores et déjà annoncé une première journée de mobilisation sociale le jeudi 19 janvier. Et alors Grégory, vous étiez sur place. Est-ce que c'est un déplacement, une visite qui a été suivie par beaucoup de journalistes? Alors même si c'était à Coignères, on sent que c'était effectivement un sujet qui intéresse directement les rédactions. Il y avait une dizaine de rédactions, à peu près 8 ou 9 caméras sur place. Donc c'était vrai que c'était difficile dans cette petite entreprise de Coignères, alors avec des entrepôts assez grands tout de même, de se frayer un chemin pour pouvoir tendre son micro au porte-parole du gouvernement. J'allais dire Premier ministre, il est porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup Grégory Canalé. On vous retrouve un petit peu plus tard tout à l'heure pour les sorties ciné de cette semaine. Absolument. On en parlait en début d'émission. Durant tout le mois de janvier, TV78 reçoit les maires de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour parler des grands projets de l'année 2023. Et ce soir, nous recevons François Morton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la commune de Guyancourt. Vous allez présenter vos vœux aux Guyancourtois et Guyancourtoises le 14 janvier. Alors, qu'est-ce que vous allez évoquer avec eux? Bon, on va faire évidemment un petit bilan de cette année écoulée, avec l'ensemble des mesures qu'on a dû, les uns et les autres, et particulièrement à Guyancourt, mettre en place. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire de ces dernières années, mais pour un certain nombre d'entre nous, nous sommes les maires du Covid, de la guerre, de la crise énergétique, et donc on commence à être habitué un petit peu à ces crises, et on réagit concrètement et rapidement, avec beaucoup de réactivité dans les communes. Je pense notamment à la mise en place de nouvelles aides énergétiques pour nos habitants, des aides qui par le passé relevaient d'autres collectivités, mais maintenant qui sont des aides communales. Je pense aux allocations énergie pour les personnes âgées, pour les familles monoparentales que nous venons d'inaugurer cette année
par le fait évidemment, ou d'étendre encore une fois aux personnes notamment en situation de handicap également. Nous allons accélérer aussi l'ensemble des réhabilitations des bâtiments publics parce que ça, à plus long terme, c'est une nécessité absolue. Dans les mois et les années qui viennent sur Guyancourt, 2 groupes scolaires vont être totalement réhabilités. Nous avons évidemment participé à l'effort collectif en termes d'éclairage, de choses comme ça, au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc ça, c'est très important. Le très court terme, parce que ces diverses crises ont fragilisé encore plus les populations qui étaient déjà fragilisées. Voilà. On va continuer à les fragiliser probablement avec la réforme des retraites, mais c'est un autre sujet, effectivement. Et donc, on se doit de réagir et les communes sont en premier rideau de toutes ces fragilités. Oui, le maire est le premier lien avec les habitants. Est-ce que vous avez beaucoup d'habitants aujourd'hui qui viennent vous voir et qui sont fortement touchés par cette hausse du coût des énergies? Oui, c'est très flagrant. Voilà. Pour vous donner une petite idée, alors quelques chiffres simplement, très rapidement, on a dû augmenter nos aides de 50% dans le cadre des budgets des CCAS, du budget du CCAS par exemple, avec l'ensemble des aides que j'ai dû. Parce que ces fragilités, encore une fois, elles sont concrètes et elles sont immédiates. Voilà. Les répercussions, je parle notamment des habitants du parc social de la ville, ont vu leur provision de charge immédiatement augmenter de manière très importante. Et ces personnes qui étaient déjà fragilisées, encore une fois, ne l'oublions jamais, voilà, le sont encore davantage. Et d'ailleurs, en septembre dernier, vous aviez interpellé des bailleurs sur la hausse du prix du chauffage. Alors, où est-ce que ça en est, ce dossier ? Il avance doucement, trop doucement à mon goût. Voilà, pour l'instant, il y a assez peu de propositions concrètes et immédiates, on va dire sonnantes et trébuchantes, hein, pour être tout à fait franc. En revanche, je pense qu'il y a une prise de conscience réelle du fait d'accélérer les processus de réhabilitation énergétique. Voilà. Mais là, on est encore une fois, on est un peu plus dans le moyen terme, voire pour certains dans le plus long terme. Alors, dans les autres grands projets pour la commune en 2023, il y a le réaménagement du quartier des Savoirs. Depuis 2021, vous êtes en concertation avec les habitants. Alors, quelles sont les thématiques qui les préoccupent le plus ? Alors effectivement, on va lancer la phase 3 de notre concertation, hein, entamée en 2021. Je le rappelle très rapidement, on avait souhaité une grande concertation très large et très en amont de l'arrivée des premières entreprises. Hein, et donc ça fonctionne bien, on a fait un certain nombre d'ateliers, hein, de balades urbaines aussi. Et les thèmes effectivement qui intéressent le plus nos habitants, c'est évidemment l'aménagement de ce quartier, soyons très clairs. Va-t-il y avoir des services publics ? La réponse est évidemment oui. Du logement, c'est évident. Nous le savons, des commerces, de l'activité économique, et les habitants sont totalement associés à cette concertation. Et donc le 21 janvier, il y aura la 3e phase de cette concertation. Qu'est-ce que vous allez aborder avec eux concrètement ? Alors concrètement, il y aura une annonce très concrète. Pour le coup, notre nouveau quartier, il dispose, et c'est une vraie chance, d'un grand parc qui est déjà présent, hein, bien évidemment. Et j'ai souhaité que ce soit les habitants de Guyancourt qui lui donnent son nom. Voilà. Et donc j'annoncerai le 21 janvier, donc évidemment je ne vous le dirai pas aujourd'hui, le nom de ce parc. Il reste deux noms en course, c'est Simone Veil et Marie Curie. On fait plus un nom de femme. Oui, Guyancourt continue sur sa charte d'égalité. Oui, et nous continuerons encore. Alors en parlant de nom, pourquoi ce nom quartier des Savoirs ? Alors là aussi, c'est un choix des habitants de Guyancourt. Hein. Nous avions procédé de la même manière à l'époque, hein, par un sondage, et puis 2 noms qui étaient en finale. Je ne vous cache pas que là, immédiatement, je ne me souviens même plus du 2e nom qui était en finale, parce que le nom de quartier des Savoirs... je pense qu'il y a une référence évidente à l'activité qu'il pouvait y avoir auparavant avec l'entreprise Thales aussi. Et puis, je ne vous cache pas que le fait d'aller vers le savoir plutôt que vers le croire ou la croyance me satisfait pleinement. Autre projet d'envergure, le Grand Paris Express, cette ligne de métro qui devrait relier Orly à Versailles en 30 minutes. Elle va passer par Saint-Quentin-en-Yvelines et par Guyancourt. Alors, est-ce que c'est un chantier ? Le chantier va commencer d'ailleurs cette année. Comment ça se prépare ? Alors, la Société du Grand Paris va s'installer en 2023. Voilà, ça c'est vraiment le début. On va commencer à voir des choses qui se passent. Effectivement, il va falloir commencer à un moment donné à songer à creuser une ligne de métro. Donc, effectivement, la SGP va s'installer. On pourra le voir très, très concrètement parce qu'il y aura des palissades avec le nom de la Société du Grand Paris, etc.
Et puis, on va dire que le travail un peu masqué continue, effectivement, parce que nous devons déterminer avec la Société du Grand Paris, avec l'aménageur qui est l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, aussi à déterminer quels seront les besoins de ce nouveau quartier. Mais il va commencer à se passer des choses. Voilà. Les Jeux Olympiques, dans moins de 2 ans, ils auront lieu aussi à Guyancourt sur le golf national. Pareil, comment est-ce que vous vous préparez à cette échéance ? Alors on s'y prépare aussi avec Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est aussi une concertation puisque les sites olympiques sont à Guyancourt, certes, enfin un site olympique à Guyancourt, mais il y en a d'autres ailleurs dans des villes de l'agglomération. On s'y prépare, il faut qu'on crée l'événement, il faut qu'on enrôle nos habitants vers cette échéance de 2024. Donc il y aura des choses cet été par exemple à Guyancourt, mais il y a déjà eu l'été dernier un certain nombre de manifestations autour des Jeux Olympiques. Nous avons la chance, au-delà du site olympique, d'avoir un centre préparatoire aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont les salles d'arts martiaux du gymnase Baquet. On va d'ailleurs en profiter pour en refaire la piste d'athlétisme. C'est aussi dans nos projets de continuer à ça. Et on espère avoir des visites de délégation. Ça a déjà été le cas. Alors, je n'ai pas le droit de vous dire qui vient visiter. Voilà, ça fait partie des chartes, mais peut-être les avez-vous dans vos informations, je ne sais pas. Mais on a des délégations déjà intéressées. Il y a un engouement parmi les enfants, notamment. La génération 2024 ? Alors oui, il y en a un. Alors c'est évidemment avec ces populations scolaires aussi qu'il faut qu'on travaille. On y avait déjà pensé auparavant avec la création de la classe golf au collège Les Saules par exemple. Tous nos scolaires sont toujours associés aux animations précédant les événements des JO évidemment. C'est évidemment vers les scolaires qu'il faut aller. Vous savez, ce sont les scolaires qui amènent leurs parents aux événements. Alors, sur le territoire de Guyancourt, l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, bientôt la fusion en 2025 avec Paris-Saclay. Est-ce que c'est une chance pour Guyancourt d'avoir l'UVSQ sur son territoire ? C'est une chance inouïe. Alors, je vais faire attention par les médecines à côté de mon cher collègue, mais et je ne veux surtout pas dire de bêtises. Oui, c'est une chance et il faut que nous travaillions encore davantage avec la faculté de médecine, notamment pour toutes les... Mais je ne vais pas les exposer ici, mais c'est une question que nous nous posons tous sur le fait de fixer des médecins sur nos territoires. Voilà. Et donc, il faut qu'on travaille avec la fac. Oui. Et alors, pour terminer cet entretien, on va passer maintenant à l'interview express. Le principe, François Morton, 5 questions et 5 réponses courtes. Nous poserons les mêmes à tous les maires de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Allons-y. Eh bien, c'est parti. Alors, allez-vous augmenter les impôts locaux dans votre commune ? Non. Pour ou contre la limitation de vitesse à 30 km/h dans votre ville ? Nous y songeons. Pour ou contre l'obligation du bio dans les cantines ? Alors, on a déjà beaucoup travaillé, je ne vais pas dire juste oui ou non là, parce qu'on a déjà pris pas mal d'avance avec notre nouveau marché de restauration qui date de juillet 2021. On va vers ça, on va encore progresser et tout ça a prix gelé parce que nous avons souhaité geler les tarifs de la restauration scolaire pour la 2e année. Dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que vous avez déjà eu peur physiquement ? Non. Êtes-vous un maire heureux ? Oui, très. Eh bien, merci François Morton. C'était des réponses très courtes. Vous avez bien joué le jeu. On va poser des questions à 2 maires. Vous savez, j'ai l'habitude de respecter les règles du jeu. Vous avez été le plus concis. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le maire de Guyancourt. Depuis des semaines, il ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Artisans, boulangers ou encore restaurateurs, ils sont confrontés à la hausse record de leur facture d'énergie. Alors, comment s'organisent-ils pour faire face sans impacter leurs clients ? Quelles mesures attendent-ils du gouvernement ? Élément de réponse avec Gabriel Gontier et Ludivine Canard. Des croissants à 1 €, des pains au chocolat à 1,35 €, mais pour encore combien de temps ? Dans cette boulangerie de Montigny-le-Bretonneux, les factures mensuelles ont été multipliées par plus de 3,5, passant de 2 000 € à 7 500 €. Le compteur de cette gérante dépassant une certaine puissance, elle n'est pas éligible au bouclier tarifaire, elle doit donc faire face. Pour l'instant, on n'est pas éligible puisqu'on a des contrats qui sont au-dessus du principe. Donc c'est en train de bouger, ça va se mettre en place. Et là, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer réellement. Ce qui consomme le plus, les 3 fours de cette boulangerie, or impossible pour cette artisane de s'en passer. Même constat à quelques pas chez ce restaurateur qui emploie 14 salariés.
Donc on a eu x3 déjà sur le gaz depuis le début de la guerre en Ukraine et en Russie. Et là, on est en train d'essayer de négocier parce qu'on a des prix d'électricité qui vont aller x6, x7, x8. Donc nous, on a aujourd'hui des coûts d'électricité qui oscillent entre 2005 et 3000 euros par mois entre le gaz et l'électricité. Et là, demain, s'il n'y a pas de maîtrise, on sera sur du 15-20 000 euros par mois. Un coût considérable pour cet établissement de 800 mètres carrés qui doit continuer de tourner malgré tout. On mange sur notre trésorerie. On essaye d'économiser comme tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'on a supprimé des fours, supprimé des chambres froides, décalé, on a mis moins de lumière, plus de LED. On avance tous les jours, on se lève et on essaye de trouver des solutions, mais on est très inquiet. Le gouvernement a annoncé plafonner le prix du mégawattheure à 280 €, un soulagement même s'il faudrait aller encore plus loin pour ce restaurateur avec un bouclier tarifaire pour tous. Un report du paiement des impôts et des cotisations a également été annoncé. Les professionnels pourront aussi résilier sans frais leur contrat de fourniture d'énergie en cas de hausse des prix prohibitive. Alors la situation est compliquée, on vient de l'entendre pour les boulangers et les restaurateurs en ce moment. Avec nous pour en parler, Olivier Gérard, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous êtes le président de la Fédération des boulangers et des pâtissiers des Yvelines. Alors est-ce que vous avez reçu des alertes de boulangers ? Oui, énormément. Alors la situation est complexe parce que en écoutant ce reportage, je veux dire tout est dit et rien n'est posé. Beaucoup d'aides sont... Alors évidemment, je souhaite une très bonne année évidemment à tous nos artisans boulangers pâtissiers et tous nos Yvelinois qui nous écoutent. La problématique est énorme. Aujourd'hui, on nous propose des aides, mais comme toutes celles-ci, il y a toujours des petits astérix. Là, on nous parle d'une baisse de 380 à 280. Ça s'adresse seulement à ceux qui sont à moins de 10 en effectif. Donc évidemment, ça représente 70% des boulangers pâtissiers concernés. Après, ceux qui sont au-dessus, qui sont à plus de 10, évidemment, ça va être très compliqué parce que là, on s'envole sur du 280, on va jusqu'à 500, jusqu'à 1000. Il y a un premier bouclier qui a été proposé, justement, qui peut permettre de retirer 20% sur l'augmentation. Et évidemment, il ne prend pas en charge nos collègues qui travaillent encore au bois ou au fioul. Voilà, donc eux ne peuvent pas en bénéficier. Et sur le deuxième, donc le guichet automatique qui met 20% dessus, donc ça fait pas 40, mais ça fait 20% des 20, donc on est sur du 36%. Et bien là, c'est pareil, il faut avoir 3% supérieur à sa consommation énergétique sur son bilan par rapport à l'année dernière, en sachant que le N-1 ne correspond pas du tout à la réalité, parce que l'année dernière, nous étions encore en plein Covid. Donc automatiquement, il y a 85% de boulangers qui se retrouvent avec entre 2,57 et 2,97. Donc évidemment, ils ne peuvent pas prétendre encore à cette aide. Donc, alors, juste, oui, excusez-moi, Mathilde. Début janvier, on avait reçu le Philippe Dufresnoy, le directeur départemental des finances publiques, et il nous avait parlé des boulangeries. Sur les 290 boulangeries, 390 boulangeries, seulement 5 avaient demandé des aides. Alors comment est-ce que vous expliquez cela ? Alors c'est tout simple, c'est toujours la même chose. On nous parle de numérisation sans arrêt, numériser les documents, etc. Donc nos boulangers passent de plus en plus de temps derrière leur ordinateur au lieu d'avoir la tête dans le guidon dans leur fourni. Il faut savoir que là pour l'instant ils n'étaient pas tellement concernés parce que on a vécu le Covid, et sur le Covid, la baisse de l'énergie n'a jamais été aussi basse. On s'est retrouvé donc à entre 5 et 10 euros du kilo. Donc évidemment, je veux dire, à ce moment-là, beaucoup de contrats ont été faits. Et ces contrats se terminaient donc fin décembre 2022 ou sur 2023. Parce qu'actuellement, il y a encore des boulangers qui ne sont pas concernés par cette hausse vis-à-vis du fait que, je veux dire, il n'y a pas eu cette augmentation vu qu'ils rentrent toujours dans leur contrat. Mais là, quand ils s'alarment, il est trop tard. Nous, fin 2021, on commence à recevoir de la part de notre Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie en nous disant attention, en fin 2022, ça va être le chaos.
Et en effet, on rentre dans un chaos. Alors 2022, là on nous parle de boulangeries qui ferment. Alors évidemment, il y a des boulangeries qui ferment parce que la crise énergétique, c'est la guillotine. Hein. Et on avait des boulangeries-pâtisseries qui avaient cette problématique sur fin 2019, 2020 et 2021, qui, auraient dû se retrouver en RJ. Un redressement judiciaire, excusez-moi. Donc un redressement judiciaire, c'est de l'argent, parce qu'il y a un mandataire, etc. Ça coûte de l'argent. Donc quand il y a eu le quoi qu'il en coûte et le PGE, elles se sont dit, de ces boulangeries, je vais me redresser. Voilà, je vais m'aider de cette PGE. Le problème, c'était de propager le mal un peu plus loin, qui s'est terminé sur 2022. Donc dedans, on a des boulangeries, évidemment, parce qu'en plus il y a eu cette hausse des énergies, cette hausse des matières d'œuvre, des matières premières. Donc évidemment, farine, beurre. Je vais pas vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois dans cette émission. Donc ça, plus là la crise énergétique. Alors là, ça y est, c'est même plus l'épée de Damoclès. Comme je vous ai dit, c'est la guillotine. C'est une situation difficile qui est devenue chaotique, on l'a compris. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus, justement, pour vous accompagner nous, ce qu'on demande, essayer d'endiguer. Parce que, voilà, il y a deux choses qu'il faut comprendre là-dessus. C'est qu'une boulangerie-pâtisserie, voilà, et je l'espère en Yvelines, on en a beaucoup qui sont sur du tout maison. Ça représente 35 à 50% de masse salariale. Vous imaginez, vous prenez une baguette, vous la coupez en deux, voilà, ça c'est déjà pour ma masse salariale. Donc c'est pour vous dire qu'une entreprise fonctionne grâce à ses collaborateurs. Ces collaborateurs qui, eux, commencent, excusez-moi du terme, mais vraiment à flipper. Parce que si on s'annonce sur février, mars et avril sur une hausse significative et qui ne va pas être endiguée, comme vous le dites, il va y avoir du chômage, ces gens-là ont des prêts et ont une famille, etc. Donc on risque, là on rentre complètement dans une crise sociétale. Donc pour revenir sur le fait, ce qu'on demande, même si notre président, œuvre tous les jours, parce que souvent il est molesté, sur les réseaux, etc., je peux vous affirmer que lui bouge énormément avec le gouvernement et notre président de la République. Le seul problème, c'est que, évidemment, ils sont tenus également par la Cour européenne, parce qu'on ne peut pas aider, parce que vous voyez, on rentre dans une compliqué de mettre de nouvelles mesures en place pour vous aider. Donc, oui, c'est très bien, comme l'expliquait M. Morton, sur le fait que de défendre les particuliers. On met le tarif bleu plus 15%. La plupart sont des boulangers-pâtissiers sont à 85% en tarif jaune. Donc, c'est pour ça qu'on est sur cette complication. Tarif jaune, tarif bleu, est-ce que vous pouvez expliquer ? Évidemment, par exemple, un tarif bleu, c'est en dessous de 36. D'accord. Un four, c'est déjà entre 36 et 45. Donc, on est obligé de demander un compteur spécial qui coûte encore plus d'argent. Et donc, le fait, c'est que ce compteur, nous, on demande tout simplement, et j'espère qu'on sera suivi, c'est que le tarif jaune soit comme le tarif bleu, donc plus 15%, même 20%. Mais on sortira d'une situation qui risque, comme vous dites, mais qui va se contaminer. Et on a 30 000 boulangers artisanaux en France, et qui crée derrière aussi une concurrence déloyale. Pourquoi ? Parce que ce matin, j'avais un boulanger qui me disait, mais Olivier, comment peux-tu comprendre que dans une supérette, déjà, on voit des baguettes à 60 centimes, qu'ils payent déjà leur boulanger, etc., et leur farine, qu'elle soit française, et qu'elles ne viennent pas de Pologne, etc., des baguettes toutes faites, avec 4 fois plus d'ingrédients que dans une baguette de tradition française. Mais là, pour revenir sur le fait de cette concurrence déloyale, elle est toute simple. Les terminaux de cuisson, les 3+1, certaines supérettes sont sur le tarif bleu, vont avoir que 15%. Voilà. Donc, automatiquement, nous, on ne pourra pas. Et on s'est toujours dit, nous, artisans boulangers pâtissiers, quand vous êtes très jeunes, mais quand il y avait le franc, c'était la baguette, le journal, le café et le timbre à 1 franc. Mmh. Ça s'est fait pareil quand on est passé à l'euro. Maintenant, lequel des 4 est resté à 1 euro ? La baguette. Pourquoi ? Parce qu'on veut que la baguette soit encore accessible à tous nos compatriotes. Parce que comme souvent... Alors justement, elle risque d'augmenter cette baguette prochainement ? Moi, ce que je pense il va falloir que tous les acteurs jouent le jeu, parce que même aussi nos fournisseurs, parce que là, les prix du blé ont baissé. Alors, je sais, le problème, c'est que nos meuniers rencontrent aussi des difficultés du fait qu'avec leur flotte de transport, ils vont être obligés de passer à tout l'électrique. Les camions électriques, quand ils arrivent, toutes les semaines, ils sont obligés d'être réparés, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de fiabilité sur les moteurs électriques pour les gros camions, pour les camions qui livrent intramuros de l'Île-de-France.
donc Paris, et qui va s'étendre. Et puis, le fait, c'est que il faut à tout prix que ce tarif bleu se propage sur le tarif jaune. Eh bien, merci beaucoup Olivier Gérard d'être Merci venu beaucoup, Mathilde. en parler en plateau avec nous. Je le rappelle. Ah oui, j'ai pas fini. Vous m'avez dit sur la baguette. Oui, alors la baguette. Elle va augmenter. Oui, alors cette baguette, ce que je souhaiterais, c'est qu'elle reste à 1 euro. Il est beaucoup plus facile, par exemple sur les pains spéciaux, de mettre un peu plus d'euros parce que les gens peuvent le confondre. Les pains spéciaux, on est environ sur 8 à 20 euros. Hein, je veux dire, c'est un constat. Donc là, c'est plus facile de mettre, par exemple, 50 centimes sur les pains spéciaux que de remettre 10 centimes sur la baguette blanche. Parce qu'il y a un truc qui est tout simple qu'il ne faut pas oublier. Là, monsieur Morteau le rappelait très bien. On a une population qui est dans le besoin. Bon, nous, on veut que ces gens-là, que cette population mange du pain frais et du bon pain. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'une baguette à 1,50 €, vous en prenez 2 pour la famille, ça fait 3 €. Les gens qui travaillent, qui touchent entre 900 et 1300 €, vous leur mettez 100 €, je veux dire de plus, 100 € en pain. C'est un budget. Ça, faut pas l'oublier. C'est pour ça que c'est un problème sociétal. C'est que là, aujourd'hui, on a les savoir-faire artisanaux qui sont reconnus par l'UNESCO. Et demain, qui est-ce qui va faire cette baguette vu qu'il n'y aura plus de boulanger artisan ? Donc la baguette ne devrait pas trop non, mais c'est augmenter, pas moi. Non, attendez. Mais les autres baguettes... Non, mais j'aimerais que mes confrères, et j'aimerais aussi que nos fournisseurs agissent là-dessus. Mais là, je parle en tant que président, j'aimerais que cette baguette, vous savez, comme certains prix, voilà, on ne touche pas trop au croissant, au pain au chocolat, on ne touche pas trop, à certains sandwichs, etc. Mais malheureusement, ils vont être obligés à un moment ou à un autre, parce que c'est pas logique. Là, on vous dit c'est x4. Vous imaginez, vous arrivez au magasin, je vous dis, tiens, Mathilde, la baguette, 4 €. Vous allez me dire, mais attendez, bah oui, je fais comme eux, hein. x4. Merci Mathilde, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Olivier Gérard d'être venu en parler en plateau avec nous. Merci de votre accueil. Il n'y a pas que les boulangers qui sont en difficulté en ce moment. Depuis plusieurs semaines, certains médecins généralistes font grève. Ils demandent notamment une hausse du prix des consultations également, qui passerait de 25 à 50 €. Pour en parler, Éric-Alain Junès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin. Alors, la hausse du montant de la consultation qui passerait de 25 à 50 €, est-ce que pour vous, c'est une bonne solution ? Alors, ce n'est pas une solution. Déjà à la base, d'abord, c'est pas une revendication qui est portée par l'ensemble de la profession, mais c'est la revendication qui a été retenue par l'ensemble des médias. On ne parle que de ça, alors que la réalité du mouvement de grève, elle n'est pas liée à une augmentation tarifaire, même si cette augmentation est parfaitement légitime. On est aujourd'hui les médecins les moins bien payés d'Europe. Donc il est tout à fait légitime non seulement de revaloriser le montant de cette consultation, qui, je le rappelle, est notre seul acte. Le médecin généraliste n'a pas d'acte technique, il est payé, c'est un acte intellectuel, et tout au long de ces dernières années, on a vu une dévalorisation des professions de vocation, et notamment de l'acte intellectuel. Donc il est parfaitement légitime que cet acte soit réévalué. Mais ça n'est pas la seule revendication. Nous voyons le système de santé aller dans le mur. Ça fait des années qu'on tire le signal d'alarme, et nous ne sommes pas entendus. Parmi les revendications qui sous-tendent notre mouvement, il y en a beaucoup qui ne sont pas mises en valeur. Quand on voit qu'en Ile-de-France, plusieurs dizaines de milliers de patients qui sont en affection longue durée, c'est-à-dire des gens qui ont des maladies chroniques, des maladies graves, n'ont pas de médecin traitant. Vous croyez qu'on peut se satisfaire dans notre profession ? J'entendais le boulanger qui veut donner du bon pain aux Français. Ben nous, on veut donner des bons soins à nos patients, et on veut que tous nos patients soient bien soignés. Donc, l'augmentation du montant de la consultation, c'est pas pour doubler nos revenus, c'est pour prendre plus de temps, parce que nous avons des pathologies de plus en plus complexes à traiter. Et d'autre part aussi, le fait que notre profession soit de moins en moins attractive fait que nos jeunes collègues ne s'installent pas. Et le vrai problème aujourd'hui n'est pas tellement le manque de médecins formés, c'est le manque de médecins qui s'installent. Savez-vous que on a formé depuis 10 ans 45 000 médecins. Seuls 10% se sont installés. Ah oui. Alors, vous pouvez augmenter le numerus clausus autant que vous voulez, tant que cette profession ne sera pas attractive. Que ces jeunes médecins ne s'installent pas. Mais je l'explique de manière très simple. Là, le métier n'est plus attractif. Ses conditions d'exercice deviennent de plus en plus complexes. Quand, si vous voulez, on nous dit, et ça fait des décennies que ça dure, qu'on demande des simplifications, par exemple, dans les tâches administratives. On nous dit, on va vous permettre d'embaucher des assistants pour traiter ces tâches administratives. Mais enfin, c'est quand même ridicule.
Pourquoi ne pas supprimer tout simplement ces tâches administratives? Moi, je n'ai pas besoin d'un assistant qui va faire des lettres à la Sécu toute la journée ou régler des problèmes administratifs. J'ai besoin éventuellement d'un assistant qui m'aide dans mon travail médical. Donc, si vous voulez, ces fausses bonnes idées qui consistent à nous proposer de l'aide pour nos tâches administratives, supprimons-les. Qui consistent à déléguer à des non-médecins des tâches médicales, c'est extrêmement préjudiciable à la santé de nos patients. Il n'y a pas de petite ou de grande médecine. Il y a la médecine, ça s'apprend en 10 ans et on ne peut pas dévoyer comme ça le soin et dégrader l'offre de soins. Je vous rappelle quand même que la France est un des pays qui paye le plus cher pour sa santé. Les gens n'en ont pas pour leur argent et ça fait des décennies que ça dure et ça fait des décennies qu'on le dénonce et ça fait des décennies que l'on donne avec toute la sincérité du monde, de très mauvaises réponses à d'excellentes questions. Donc il serait temps qu'on écoute un petit peu la profession. Elle a des choses à dire. Et il est regrettable, si vous voulez, que ne soit mise en avant que l'augmentation des honoraires de 25 à 50 euros, même si cette augmentation peut paraître légitime. Difficulté d'installation, on pourrait croire que c'est une problématique qui touche plutôt la province, mais rien que dans les Yvelines, c'est aussi une réalité. Bien sûr, les déserts médicaux, on dit qu'il y a des déserts médicaux en France. D'abord, avant les déserts médicaux, il y avait des déserts tout court. C'est-à-dire que s'il suffisait de planter un médecin pour faire reculer le désert, comme je le dis, on en mettrait un tous les 10 km dans le Sahara et il n'y aurait plus de désert. Donc déjà, si vous voulez, l'idée de dire que moi, pendant 20 ans, j'ai entendu dire oui, les médecins veulent s'installer sur la Côte d'Azur, c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui déserts médicaux sur la Côte d'Azur comme partout ailleurs. La vraie question, c'est pourquoi on a formé 45 000 médecins en 10 ans et pourquoi il n'y en a que 5 000 installés. Moi, c'est ça la vraie raison. Et tant qu'on ne rendra pas l'installation attractive, tant qu'on n'incitera pas nos jeunes collègues à s'installer, et c'est pas avec des mesures coercitives comme celles que l'on voit arriver, ou des mesures qui consistent à déléguer des soins, qu'on va inciter nos collègues à s'installer. Voilà. Alors, selon la Fédération française des médecins généralistes, 11% des patients de plus de 17 ans n'ont pas de médecin généraliste et la moyenne nationale est de 800 patients par médecin. Vous, quel est votre patientèle? Moi, je regarde pas ma patientèle tous les jours, mais la dernière fois que j'ai regardé, on devait être autour de 1500. Donc cette moyenne de 800, vous la considérez comment Je ne sais pas très bien à quoi elle correspond, je n'en ai pas vraiment entendu parler, mais je crois que mes collègues sont plutôt aux alentours des chiffres comme ceux que je viens de citer, 1500, entre 1500, entre 1300 et 2000 patients. Voilà, en général, c'est plutôt ce chiffre-là que je retiens. Donc c'est assez considérable. Oui, c'est assez considérable. Et si on met en place un certain nombre de dispositions comme ceux qu'on a entendus, par exemple de déléguer à des infirmiers de pratique avancée des soins sous l'autorité d'un médecin, c'est plus 1500 patients, c'est 10 000 qu'il va falloir gérer, dont plus des 4/5 qu'on n'aura jamais vus. Donc, si vous voulez, si le système de santé que l'on paye fort cher aujourd'hui, c'est pour arriver à ce niveau de dégradation, nous, on n'est pas d'accord. Vous êtes obligé d'en refuser beaucoup aujourd'hui, de patients ? Moi, enfin, vous savez, c'est très difficile de dire de refuser. Moi, je ne refuse pas de recevoir. J'ai été élevé au biberon des soins que l'on doit donner, que l'on doit offrir. Mais si vous voulez, forcément, il y a un certain nombre de patients qui ne trouvent pas de réponse à leurs demandes. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui à la maison médicale de garde de Montigny, qui est en grande souffrance aussi. Et il faudrait aussi qu'on puisse en parler, où la majeure partie des gens qui consultent en dehors des heures d'ouverture des cabinets ne consultent pas pour des problèmes urgents, mais parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à leur médecin traitant. Donc des gens viennent le soir, on n'est plus dans de la consultation de permanence de soir, on est dans de la consultation de nuit ou de week-end, ce qui n'a rien à voir. Et sur le nombre de patients qui augmente de manière exponentielle, le plus souvent, on est amené à avoir des patients qui n'ont pas pu consulter leur médecin traitant. D'ailleurs, cette problématique des déserts médicaux est très préoccupante dans les Yvelines. Vous le disiez à l'instant, Grégory. Nous sommes allés demander aux Yvelinois s'ils avaient des difficultés pour trouver des médecins. Les propos recueillis par Julien Leroy et Ludivine Canard. Moi, je n'ai pas été confrontée directement parce que moi, j'ai la chance d'être suivie par un médecin depuis plusieurs années. Et quand elle est partie à sa retraite, sa remplaçante donc, a repris forcément tous ces dossiers. Oui, j'ai essayé de prendre rendez-vous récemment. En janvier du 2, finalement, j'ai eu rendez-vous le 9. Donc, il y a quand même une semaine de différence. En cas d'urgence, je ne sais vraiment pas comment faire. C'est pas simple. Hein. Aujourd'hui, non, j'ai pas eu de complications pour aller chez le médecin, dans le sens où je suis pas malade. Mon médecin généraliste est parti en retraite avec sa collègue depuis le 31 décembre et depuis, donc c'est un gros problème pour trouver un remplaçant ou une remplaçante. Je n'ai pas eu à prendre de rendez-vous pour l'instant, mais mon médecin est parti à la retraite, donc je n'ai plus de médecin traitant. Et alors j'ai la fille d'une amie qui finit ses années de médecine et je serai une de ses premières patientes avec mes enfants.
Alors comment remédier à ce manque de médecins, Eric-Alain Genès? Vous nous expliquez augmenter l'attractivité du métier, mais est-ce qu'il y a des pistes concrètes? Les pistes concrètes, elles viennent du terrain. On a donné un certain nombre d'idées. La médecine ne s'exerce plus comme dans les années 50 ou avant, où il suffisait d'avoir un stéthoscope et puis une bonne oreille pour faire de la médecine. Aujourd'hui, la médecine a besoin de plateaux techniques, elle a besoin d'accessibilité, elle a aussi besoin de rapport avec l'hôpital. Je veux dire, il y a une sorte de frontière entre la médecine de ville et l'hôpital. Il faut rompre cette frontière, nous permettre d'avoir un échange et des dialogues avec nos collègues hospitaliers qui soient facilités pour améliorer la prise en charge de nos patients. Il y a toutes ces mesures-là, si vous voulez, qui sont des mesures de bon sens, mais qui inciteraient nos jeunes collègues à s'installer. Il n'est pas normal que entre 80 et 90% de nos collègues formés s'installent. Vous pouvez doubler le numerus clausus, vous en aurez au bout du compte pas plus qui s'installent. Donc incitons nos collègues à s'installer, mais pour les inciter à s'installer, il faut des mesures pour favoriser l'installation, mais il faut surtout rendre la profession attractive. Or, c'est exactement le contraire qu'on fait, et depuis des années. Je ne mets pas en cause ce gouvernement ni les autres. Ça fait 25 ans depuis les ordonnances Juppé qu'on casse le système de santé, la médecine de ville. Il serait temps peut-être d'inverser la vapeur avant qu'il ne soit trop tard. Cette grève, elle a fonctionné selon vous? Elle a fonctionné, des choses ont été dites, des manifestations ont été faites. On verra ce que ça donnera dans les jours suivants. Moi, je ne doute pas de la bonne volonté lorsqu'il m'est arrivé de discuter avec des personnes qui avaient des responsabilités politiques. Les personnes que j'ai en face de moi étaient sincères. C'est-à-dire qu'ils me disaient, mais oui, vous avez ce problème, on va le régler comme ça. Vous avez trop de monde, eh ben, on va déléguer aux pharmaciens, on va déléguer à des infirmiers, on va laisser les kinés travailler. Mais attendez, on est où là? La médecine, c'est de la médecine, c'est pas de la kinésithérapie. C'est pas le rôle d'une infirmière de faire le travail du médecin. Vous savez, ma mère, qui était de l'ancienne école, disait souvent un proverbe: chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Eh bien, la médecine, ça s'apprend en 10 ans en études, mais ensuite il y a toute l'expérience d'une vie. Et ça ne se remplace pas par de la bonne volonté, même si des personnels peuvent faire un certain nombre de tâches médicales. Je ne dis pas le contraire, mais considérer qu'on va transformer la médecine en autre chose, eh bien, ce n'est pas défendre l'intérêt de nos patients. Et nous, ce qui nous tient à cœur, et les augmentations d'honoraires, c'est non pas pour gagner plus d'argent, c'est pour passer plus de temps avec nos patients, avoir plus de temps à leur consacrer, parce qu'aujourd'hui, avec 25 € de consultation, il faut voir entre 3 et 4 patients à l'heure, et ça n'est pas suffisant. Donc nous voulons prendre du temps et nous voulons que nos jeunes collègues s'installent pour prendre en charge tous ces patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et ça, c'est possible. Il faut rendre le métier attractif, il faut redonner cette lettre de noblesse à la médecine générale. Et quand on l'aura fait, peut-être qu'à ce moment-là, nos jeunes collègues auront envie de s'installer, de faire ce merveilleux métier. Parce que, très sincèrement, moi j'ai entendu beaucoup de sirènes aussi sonner autour de moi pour faire autre chose. Je suis resté là parce que on fait un métier formidable et nos collègues le savent et le partagent. Et ce que nous voulons faire au travers de ce mouvement, c'est défendre ce merveilleux métier et donner à nos jeunes collègues envie de le faire avec nous. Eh bien, merci Eric-Alain Genès d'être venu en parler en plateau avec nous. Je le rappelle, vous êtes médecin à Montigny-le-Bretonneux. On reste dans le domaine de la médecine, mais cette fois-ci, on s'intéresse aux tout-petits, un sujet un peu plus léger. Déborah Agnès, vous êtes infirmière puéricultrice et vous pratiquez des bains pour les bébés. Alors, vous expliquez aussi aux parents comment faire un bain et quels sont les bienfaits de ces bains. Alors, le but du bain thalasso ou le bain thérapeutique, c'est le nom que lui a donné d'ailleurs sa créatrice, c'est vraiment de pouvoir permettre au bébé de retrouver les sensations qu'il avait pendant la grossesse, dans le ventre de maman, pour débloquer les mémoires in utero. Et donc lui permettre d'aller débloquer s'il y a des choses émotionnelles. Il peut y avoir une grossesse difficile ou une naissance un peu compliquée, ou ça peut être aussi très bien une grossesse qui se passe très bien, mais il y a souvent des choses à débloquer, que ce soit émotionnellement ou au niveau corporel. Et ce temps où ils retrouvent ces sensations-là leur permet de revivre ces instants-là et d'aller du coup peut-être les vivre de façon différemment, comme lui, bébé, avait besoin et envie de le vivre et de le faire. Et donc les bienfaits, on les a dès le premier bain ou est-ce qu'il faut en faire plusieurs ? En général, un seul suffit. Enfin, moi, j'en ai jamais fait plusieurs. Dans le sens où il y a d'abord un échange avec les parents. Donc, je sais comment s'est passée la grossesse, je sais comment s'est passée la naissance. Ça me donne des pistes aussi de savoir potentiellement ce que je vais aller travailler dans le bain et potentiellement comment va réagir bébé. Même si des fois c'est complètement différent, parce que le but c'est vraiment de laisser bébé libre de ses mouvements,
de lui expliquer. J'ai un petit entretien aussi avec bébé avant de rentrer dans l'eau en lui disant voilà, c'est ton moment à toi. Papa et maman m'ont raconté de certaines manières, mais peut-être que toi tu l'as vécu différemment. Et là, tout de suite, le but c'est que toi tu t'exprimes et que tu puisses me dire ce dont toi tu as besoin à ce moment-là et comment tu peux l'exprimer. Et alors comment ça s'exprime un bébé? Alors d'abord on commence le bain emmailloté dans un linge, ce qui permet que quand on les déshabille, ils n'aient pas froid. Parce que bien souvent, les parents disent que le bain ne se passe pas très bien parce qu'ils ont froid quand on les déshabille. Et bébé, ils ont passé 9 mois dans une enveloppe à 37 degrés. Les pièces de salle de bain ou à la maternité, elles font 20 degrés maximum. Donc forcément, quand on les déshabille, il y a un peu un choc thermique. Donc le but, c'est vraiment de les réchauffer, mais aussi de les rassurer. Dans le ventre de maman, ils ont la paroi. Et à chaque mouvement, ils touchent et ils se sentent en sécurité. Donc le but, c'est vraiment d'aller les rassurer et de les rassembler. Et on commence toujours le bain comme ça. Tout en leur expliquant que potentiellement, peut-être qu'ils ne vont pas avoir envie d'être enveloppés comme ça très longtemps et que s'il a envie de sortir de cette bulle, il a complètement le droit. Et si c'est le cas, il va très vite le faire comprendre. Ils vont sortir leurs membres un par un. Et voilà. Mais le but, c'est vraiment de les laisser libres de leurs mouvements et de leur dire voilà, moi je suis juste là pour que tu sois en sécurité dans l'eau. Je ne te lâche pas. Tu peux me faire confiance. Moi, je te fais confiance totalement. Mais je te suis. C'est vraiment toi qui vas induire les mouvements et voilà. En tout cas, on le voit sur les images, les bébés ont l'air bien détendus pendant le bain. Jusqu'à quel âge on peut faire ce bain-là ? Alors moi, en tout cas, je le pratique comme ça. Je le fais jusqu'à 1 mois du bébé. Je sais que certaines de mes collègues le font jusqu'à 6 semaines et c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'avant 1 mois, les mémoires in utero sont beaucoup plus ancrées et donc on peut beaucoup mieux en tout cas les travailler. Je le fais chez certains bébés un peu plus tard, quand il y a eu des naissances difficiles ou des choses comme ça. Les parents, des fois, avant 1 mois, c'est compliqué d'organiser le bain parce qu'ils ont besoin de digérer certaines choses et tout ça, donc voilà. Mais voilà, on aime bien en général le faire avant 3 semaines ou 1 mois maximum. À savoir que si bébé est né avant terme, on peut aussi repousser. Voilà, en fonction de la date de terme. Et donc c'est une technique assez nouvelle finalement. Oui, la formation, elle a été lancée il y a 3 ans. Oui, parce qu'on est arrivé en janvier, là, il y a 3 ans. Donc c'est très récent. Moi, j'ai été formée dans les premières, en juillet, la première année où ça a été mis en place. La seule formation du bain thalasso au bébé, en tout cas, et se fait par Sonia Krief, qui l'a mis en place. L'école était à Neuilly. Maintenant, elle est à Suresnes, parce qu'ils ont ouvert un campus. Ils ont tout un panel de formation autour de la périnatalité. Mais c'est effectivement une pratique très, 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 très récente, même si elle est auxiliaire de puériculture et elle l'a pratiquée tout au long de sa carrière. Donc ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça sur les bébés, qu'elle expérimente, etc. Mais en tout cas, les formations, c'est très récent. Donc là, ça commence un peu à être connu, mais effectivement, c'est encore très récent. Vous êtes basé à Montigny, je crois, c'est ça, Montigny-le-Bretonneux. Est-ce que vous êtes beaucoup dans les Yvelines, justement ? Alors, on commence à être un petit peu nombreuses. Après, combien exactement, je ne pourrais pas vous dire. Après, en région parisienne, c'est plus facile, parce qu'effectivement, l'école est à côté, donc forcément. Pour l'instant, moi, je suis au pôle périnatal, effectivement, à Montigny, avec des collègues qui sont vraiment spécialisés en périnatalité. Malheureusement, je ne vais plus y être très longtemps. Je vais être basée à Plaisir à partir de mars-avril. Mais toujours dans cette optique de travailler. Voilà, exactement. Je reste dans les Yvelines, puis je suis pas très très loin. Voilà, ça. Mais voilà, le but va toujours être de travailler en équipe pour que s'il y a un souci ostéo, je puisse renvoyer à ma collègue. S'il y a un souci en allaitement, que je puisse renvoyer sur une conseillère en lactation. Enfin voilà, le but c'est vraiment de travailler en réseau et de pouvoir réorienter les parents en fonction de leurs questionnements et leurs difficultés. Eh bien, merci beaucoup Déborah Agnès pour toutes ces informations. Je le rappelle, vous êtes infirmière puéricultrice à Montigny-le-Bretonneux. Comme chaque mercredi, c'est l'heure maintenant de passer à notre page cinéma. On commence par le coup de cœur d'un professionnel. Cette semaine, c'est l'auteur du livre « L'histoire du cinéma pour les nuls », Vincent Mirabel, qui vous propose son coup de cœur. Regardez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un film méconnu, injustement méconnu. La Révolution silencieuse de l'allemand Lars Kraume. C'est un film qui est sorti en 2018, juste avant le confinement. Autant dire qu'il n'a pas bien été distribué, et pourtant, il est du niveau de ces grands films allemands
comme La vie des autres ou Goodbye Lénine. La Révolution silencieuse, c'est l'histoire de 19 jeunes lycéens d'une classe d'une petite ville d'Allemagne de l'Est. On est 6 ans avant la construction du mur et ces Allemands de l'Est, picousés au régime soviétique, vont se montrer solidaires des Hongrois qui se révoltent à Budapest. Ils vont simplement imposer 1 minute de silence dans leur classe. Et le film La Révolution silencieuse aborde toutes les conséquences de cette minute de silence. Et c'est là que l'histoire devient passionnante. Parce qu'en traitant ce sujet, le réalisateur aborde la question de l'engagement et des conséquences de ces actes. Et voilà pourquoi La Révolution silencieuse est un grand film qui nous fait réfléchir tout en nous captivant. L'histoire est remarquable, elle va par paliers successifs mener à des conséquences importantes et le générique final nous montrera que l'aventure est belle pour tous ces jeunes. C'est un film très intéressant pour les adultes comme pour les jeunes lycéens. Je vous le recommande vivement. Lars Krome, 2018, La Révolution silencieuse, c'est à voir dès que vous pouvez. On poursuit cette page cinéma avec vous, Grégory Canallet. Alors, quels sont les films à ne pas manquer cette semaine ? Alors, je vais vous faire voyager avec ces sorties de la semaine. On va débuter avec un conte. L'envol de Pietro Marcello nous ramène à la toute fin de la Première Guerre mondiale. Un soldat rescapé, Raphaël, incarné par Raphaël Thierry, revient dans son village du nord de la France. Sa femme est morte lorsqu'il était au front et l'homme découvre alors qu'il lui a laissé une fille, Juliette, qui est jouée par Juliette Jouan, grandit seule avec son père. Elle est passionnée par la musique, le chant et est une grande rêveuse. Elle va faire la rencontre un été d'une magicienne qui lui promet qu'un navire viendra un beau jour l'emmener loin de son village. Le film est adapté du roman Les Voiles écarlates d'Alexander Green. Il est à mi-chemin entre la fable fantastique et également la comédie musicale, mais il aborde tout de même, Mathilde, quelques thématiques sombres comme le viol et la mort. Mes enfants, s'il vous plaît, d'appauvrir les pauvres gens. Qu'est-ce que vous me cachez? C'est quoi cette histoire, Inferno? T'as pas honte d'être encore là? T'aurais mieux fait de mourir à la guerre. C'est toi, Juliette. Elle m'a dit que dans le village, personne ne croyait à la magie, sauf toi. Un film franco-italien à présent, Grégory. Oui, Pénélope Cruz, on va le dire avec l'accent espagnol, qui parle l'italien avec l'accent espagnol. Je sais pas si ça vous donne envie. Allez, pourquoi pas. En tout cas, moi, oui. Alors, dans L'Immensità d'Emanuele Criales, elle joue Clara Borghetti. Alors, l'histoire se déroule dans la Rome des années 1970. Personnellement, c'est une ville que j'adore. Rome. Alors, Clara et son mari Felice sont un couple qui se déchire. Ils ne s'aiment plus, mais ne se quittent pas pour autant. Une situation qui affecte grandement cette femme qui trouve refuge dans l'amour de ses 3 enfants. Elle entretient d'ailleurs une relation particulière et très fusionnelle avec son aînée Adriana, qui préfère qu'on l'appelle Andrea. Le prénom est masculin car elle n'est pas née dans le bon corps. Malgré les thématiques lourdes que sont les violences conjugales et la société machiste, L'Immensità est avant tout une ode à la liberté. Come ti chiami? Andrea. Adri pensa di essere figlia di un alieno nello spazio. Ma tu non sei preoccupata? A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti che pensano di essere ancora bambini. Lo stupore della notte. Sei andata oltre le canne? È pericoloso, sai? Soprattutto per te e per quell'amica. Et pour terminer, Grégory, une comédie. Je vous ai fait voyager dans le temps, à Rome, et désormais je vous emmène dans les Cyclades en Grèce, un petit coin de paradis choisi par 2 copines de collège pour se retrouver 20 ans plus tard et partir en vacances ensemble dans les Cyclades de Marc Fitoussi. On retrouve au casting Laure Calamy, Olivia Cott et également la Britannique naturalisée française Christine Scott Thomas. Inséparables dans leur jeunesse, les 2 femmes vont découvrir qu'elles sont désormais 2 opposés. D'un côté, l'extravertie, de l'autre, la plus réservée. Elles ont une approche très différente des vacances et même de la vie. La petite Blandine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir information. C'est elle, la petite? Bah oui. C'est toujours compliqué les séparations. Mais après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son nom. On est en Grèce. Davis Rousseau. J'en fais trop, c'est ça? J'ai plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Koufène, tu vois. Mais là, t'as payé pourquoi? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend plus tard.
Ah, d'accord, donc c'est une arnaque. Merci beaucoup Grégory Canali. Est-ce que vous avez une préférence dans ces trois Bon, films? vous l'avez senti, j'étais plutôt, on va dire, aiguisé sur l'accent italien. J'adore la ville de Rome, donc moi, mon premier film, on va dire, c'est L'Immensità, même si les trois films, ça fait partie de ma sélection, donc j'ai quand même envie de voir ces trois films. On va dire L'Immensità en premier lieu. Je choisirais aussi L'Immensità. Très bon choix. C'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant, dernier petit coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel devrait être pluvieux sur l'ensemble du département. Le vent sera également bien présent. Nous devrions avoir des rafales de vent à 65 km/h. Au niveau des températures, il fera 10 à 11 degrés en moyenne. Dans l'après-midi, pas de grands changements en perspective. La pluie devrait rester au rendez-vous, tout comme le vent. Au niveau des températures, il fera entre 11 et 12 degrés. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.